si tu veux faire les choses bien, il faut quand même investir. Tout le monde peut se lancer, en fait c'est quoi? C'est un billet d'avion. Après effectivement c'est mieux d'avoir des contacts, de l'expérience, etc. Mais tout le monde peut se lancer. Ouais. Les cuisines, c'est un scandale. Des fois, t'as même pas de la vaisselle, enfin, t'as rien du tout. Est-ce que ça marche de prendre même un appartement que tu vas payer quasiment au prix, sauf que derrière, tu fais tellement une belle réno que tu vas attirer la clientèle qui a beaucoup plus d'argent pour revendre derrière. Les gens, ils aiment bien me parler à moi en fait, donc c'est compliqué de déléguer. Pour moi, les meilleurs agents immobiliers, ils sont investisseurs parce qu'ils ont été vendeurs et acheteurs. Salut Mika, ça va? Salut Caroline, comment tu vas? Ouais, très bien, et toi? Ouais, ça va. Alors, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'investissement, mais en même temps de l'entrepreneuriat à l'étranger. Et plus précisément, comme on est à Dubaï, on va parler de Dubaï. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu as commencé, pourquoi tu as décidé de partir, qu'est-ce qui t'a peut-être poussé un petit peu à partir. Et après, ce qui va être intéressant à comprendre, c'est les avantages et les inconvénients d'entreprendre à l'étranger. Parce que souvent, on parle que des avantages et j'imagine quand même qu'il y a des points forts et des points faibles. Que ce soit dans le niveau entrepreneuriat, bien évidemment dans le milieu de l'immobilier, tu nous expliqueras ce que tu fais. Et puis derrière aussi au niveau de l'investissement, que ce soit du locatif ou du marchand de biens, ici, avantages, inconvénients. Pour ça, rapidement, si tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours, où est-ce que tu habitais en France, qu'est-ce que tu as fait, etc. Vraiment pas de problème. Allez. Alors moi, je m'appelle Michael, j'ai 33 ans. Je suis né à Cannes, dans le sud de la France. Donc voilà, on est de la même région. J'ai fait des études classiques, on va dire, bac S, etc. J'ai fait des études en école de commerce. Et puis après, voilà, j'ai décidé on va dire, avoir un parcours un petit peu différent. Donc voilà, j'ai tenté quelque chose d'autre. Donc voilà, j'ai trouvé un travail en tant qu'assistant personnel pour une famille étrangère. D'accord. Et Quand voilà. tu dis assistant personnel, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire gérer un petit peu. Tout faire. Un petit peu. D'accord. Voilà. Donc après, j'ai eu la chance d'avoir un CDI en France, donc je l'ai gardé pendant pas mal d'années, ce qui m'a permis aussi de diversifier, de faire l'immobilier en parallèle. Donc voilà, j'ai commencé comme tout le monde, on va dire petit. Donc en achetant, au début, je commençais à acheter des studettes, donc à côté de Cannes, au Canet, précisément. Donc voilà, c'était l'époque encore où les taux étaient vraiment faibles. Donc j'ai commencé ma première studette, je l'ai achetée il y a 9 ans. Donc voilà, voilà, j'avais 24 ans à l'époque. Ok. Pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Comme ça. Franchement, c'est un petit peu du hasard. Mes parents qui m'ont dit regarde, il y a cette studette là qui est pas très chère en vente. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas tenter comme ça. Donc après, j'ai acheté cette studette et donc je l'ai mise à louer. J'ai vu que c'était voilà, il y avait des belles rentages, surtout à l'époque, quand les prix de l'immobilier étaient encore vraiment pas chers. Donc c'était. Longue durée ou ouais, longue durée. D'accord. Longue durée. Et puis après, voilà, deuxième studette aussi, un an après. Et puis après, voilà, premier immeuble de rapport. C'est une maison de village au Canet. D'accord. Donc on a divisé en plusieurs appartements. Je l'ai acheté avec mon frère. Ok. On l'a encore d'ailleurs, magnifique. Première fois qu'on a un petit bien avec la vue mer, etc. Donc on commence à. Voilà, là on fait du saisonnier avec celle-ci. Mais voilà, donc. Et après, encore une fois, quand tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose à faire en immobilier, tu te passionnes. Tu commences à lire des livres, à regarder un petit peu les formations ou les vidéos en ligne en tout cas. Tu commences à creuser un peu dans les fins fonds d'Internet pour trouver les bonnes informations. Et donc voilà, après, avec il y a la passion qui se crée. Donc une fois que tu commences à être sur le terrain, à faire toi-même, avancer exactement, tu commences à découvrir des techniques d'investisseurs. Et puis après, ça prend au jeu, prend au jeu, exactement. Donc voilà, après un autre immeuble à Cannes, après on a commencé à diversifier un petit peu. Voilà, Quand tu dis diversifier, diversifier d'autres immeubles. D'accord. Et puis aussi à l'étranger. Donc on a construit une maison à Bali. Ok, d'accord. Que tu as fait toi-même par contre. Ouais, c'était marrant en fait. C'était juste avant le Covid. J'ai une amie en fait qui vendait un terrain parce qu'elle pouvait pas le construire pendant le Covid. Donc on lui a racheté. Et en fait, c'était sympa. Pour la petite anecdote d'ailleurs, on avait la taille du terrain. Et moi, j'adore dessiner, optimiser l'espace, dessiner. Et puis, ce qui est bien à Bali, contrairement en France, à chaque fois. T'es limité par le PLU. Ouais, même pour changer une fenêtre, un volet, une couleur. Voilà. Donc, à Bali, c'est un peu, on va dire. Plus ouvert. Ouais, tu peux créer un peu ce que tu veux. Donc, je pense que toi aussi, tu as pu connaître un petit peu ce plaisir-là. Et donc voilà, on a dessiné les plans et puis au final, pour l'histoire, j'ai un ami à moi qui habite dans une copro à Cannes, il a un grand garage et on traçait au sol, au scotch, toute la maison complète pour voir si... Dans son garage. Voilà, exactement, dans le garage. Donc on a la photo avant et de voir la villa construite. Ok. Voilà, donc voilà, on a diversifié comme ça. Tu as cette photo-là? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, je te montrerai la photo entre la vision et la réalisation, c'est marrant. Et donc c'est ça qui est bien en immobilier, donc voilà, c'est pour ça que je me suis passionné d'immobilier parce que justement, même quand tu vois un bien sur la Côte d'Azur, par exemple, que tu visites ou peu importe où, mais tu arrives à te projeter quand tu as vraiment la vision de l'investisseur immobilier, de l'entrepreneur dans l'immobilier,
Tu arrives à voir comment optimiser. Voilà, ça, c'est une ancienne cuisine. Tu arrives à la mettre dans le salon et à créer une chambre. Tu crées l'espace comme ça, tu crées de la valeur. Et en fait, de le voir et de le faire, il y a tout le processus qui est super intéressant. Et à la fin, réussir, évidemment, de monétiser tout ça, c'est voilà, bien que l'argent ne soit pas le but final, c'est surtout voilà, le plaisir d'entreprendre. Voilà. Mais voilà, et après, j'ai fait là dernièrement une belle villa aussi sur la côte. Ok. Ouais. Et voilà, donc maintenant, j'ai décidé de venir à Dubaï. Donc j'ai investi dans un bien ici aussi. Donc voilà, j'ai un appartement à Dubaï que j'ai acheté sur plan. Ok. Que tu as acheté, dans lequel tu habites? Non. Que tu achètes pour revendre par la suite ou pour louer? Alors, quand tu achètes sur plan à Dubaï, tu as plusieurs options. En gros, acheter sur plan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet, il n'est pas construit. Ça revient à acheter du neuf en France, bien qu'en France, voilà, il y a le. En gros, c'est comme une VFA. Exactement. Sauf que. Tu peux revendre sur plan encore. Tu peux revendre sur plan. À Dubaï, c'est ça exactement. À partir d'un certain montant, je crois qu'il faut que tu aies payé 3 mensualités. En fait, ça dépend des développeurs. Selon le développeur, mais en gros, c'est à peu près 40%. À partir du moment où tu as payé 40% de ton bien, tu peux le revendre. Ok, d'accord. Sur plan, bien qu'il ne soit pas construit. Alors évidemment, la construction, elle aura commencé, mais ça peut être intéressant pour ceux qui veulent investir à Dubaï aussi, quand ils arrivent à se positionner sur des bons projets en pré-lancement. Alors parfois aussi, ça c'est une autre chose aussi, mais il y a les projets, donc quand il y a le lancement officiel, c'est quand on commence à voir les pubs sur Internet, etc. Mais se positionner avant. En tant qu'agence, les développeurs, donc qui construisent les projets, qui font les futurs projets, peuvent communiquer avec moi, par exemple, et pour me dire, voilà, Michael, dans un mois, on aura le lancement de ce projet-là. Donc, ils ne sont pas aptes à communiquer officiellement, voilà, ni aux particuliers, mais ils peuvent communiquer aux agences qui, elles, ne peuvent pas communiquer dessus, donc pas faire de pub officiellement dessus. Mais appeler leurs clients privilégiés. Exactement. Mais les clients qu'elles ont, voilà, quand elles savent qu'il y a certains clients qui recherchent certains types de biens, elles peuvent proposer ce type de biens et ils sont ils peuvent se positionner, ils peuvent les acheter avant même le lancement. Donc ça s'appelle acheter en pré-lancement. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en général, les prix sont inférieurs au prix du lancement. Donc déjà, c'est une petite plus-value assurée. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a le choix de l'unité. Quand on arrive un peu avant tout le monde, on a le choix. Voilà, il y a des personnes qui préfèrent des appartements en angle, en étage élevé, proche de la piscine. Voilà, donc on a le choix vraiment quand on arrive au début. Après, effectivement, ça se restreint et puis on a moins en moins de choix. Évidemment, forcément. Et les prix augmentent. Mais le problème, on va dire, c'est que quand on parle avec des Français, quand on travaille avec les Français, c'est plus compliqué à comprendre, enfin à se positionner rapidement en fait. Par exemple, effectivement, en France, ils veulent voir, ils veulent toucher. C'est même pas ça, c'est surtout que quand il y a un projet qui est en pré-lancement, il faut aller vite parce que les unités partent rapidement. Donc les bonnes unités pour faire des plus-values, etc. Et en fait, en France, on a quand même l'habitude, il y a tout qui prend du temps. Par exemple, pour faire une transaction immobilière, ça peut prendre. Moi, en achetant un immeuble, j'ai mis un an une fois. Un an, je l'ai fait galérer la femme parce que j'arrivais pas à avoir le crédit, etc. Donc ici, c'est impossible. Ici, c'est. Malheureusement, il y a des clients qui me disent, ils me demandent de proposer un bien, je leur propose. Et ils me disent, OK, je vais réfléchir, je vais parler avec ma femme, etc. Par exemple, on fait ça un vendredi. Lundi, ils reviennent vers moi, ils me disent, c'est bon, on a réfléchi, voilà, on veut se positionner. J'appelle le développeur. C'est déjà parti. C'est parti, d'accord. En fait, faut aller rapidement. Et voilà, pour revenir aux Français, c'est que voilà, moi, je suis français avant tout et je comprends qu'en France, voilà, quand on gagne son argent après impôt, on a travaillé, même si on fait de l'investissement immobilier, l'argent il est compliqué à gagner en France, alors que quand on investit face à des personnes qui sont, par exemple, je sais pas moi, des Argentins, des Brésiliens, des Russes, des Chinois qui, eux, en fait, ont leur monnaie qui est assez volatile dans leur pays. Par exemple, le Real brésilien, pesos argentin ou le rouble russe ou peu importe, voilà, c'est assez volatile. Donc, en fait, eux, ils investissent pas pour les mêmes raisons. Pour sécuriser leur argent. Exactement, ils veulent bloquer leur argent. Ils veulent que ce soit dans une monnaie stable. Voilà. Donc le dirham est très stable parce qu'il est corrélé au dollar. Donc ça bougera pas, ça restera toujours au même endroit. Donc voilà, ça peut être un inconvénient si le dollar est amené à chuter. Voilà. Mais en tout cas, voilà, le dirham donc à Dubaï est stable face au dollar. Donc les gens justement qui ont des monnaies quand même volatiles, ils sont contents de pouvoir mettre leur argent dans des biens. Voilà. Payés en dirham. Exactement. Et donc ce qui se passe, c'est que eux, ils réfléchissent moins en fait. Ils disent voilà, il y a cet appartement-là, voilà, je le prends et on n'en parle plus. Et donc quand les Français sont face à ces personnes-là internationales qui justement veulent juste sécuriser leur argent, voilà, quand ils prennent du temps à réfléchir, donc c'est un petit peu compliqué par rapport à ça et de leur dire en fait, moi,
j'ai un gros patrimoine immobilier en France, donc voilà, je suis pas là à courir après chaque vente, en fait, peu importe. Donc, il veut acheter, tant mieux pour lui, il fait un bel achat. Et s'il veut pas acheter, ben, tant pis, il y aura un autre projet. Sauf que, d'un côté, si tu veux que ton client, il arrive à avoir le bien, il faut quand même lui dire ce qui est. Donc, en fait, il faut que c'est maintenant ou jamais. Exactement. Sauf que c'est un peu, tu vois ce que je veux dire, quand tu mets la pression à ton client, t'as pas trop envie de passer pour quelqu'un qui met la pression, justement. Après, il va le rater une fois, 2 fois, 3 fois, et peut-être que la 4e fois, il comprendra. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, déjà, dans ce que tu me dis, on peut remarquer quelques différences avec la France. De manière générale, je dis bien de manière générale, parce qu'il y a toujours des exceptions. De manière générale, en France, quand tu achètes dans du neuf, c'est-à-dire qu'un particulier qui achète un promoteur, c'est très rare qu'il puisse acheter et revendre plus cher derrière. En général, il paye son bien quasiment plein pot. Derrière, ça ne veut pas dire que le bien ne peut pas prendre de valeur, mais ça veut dire qu'il ne pourra pas, une fois terminé, revendre tout de suite plus cher. C'est très rare. Okay. Sur le marché en France, tu le sais, en général, on achète plutôt de l'ancien qu'on va nous revaloriser et revendre derrière. Bien sûr. Ici, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, ça se fait ici, d'ailleurs, ça se fait dans beaucoup d'autres endroits. Je pense aux États-Unis, à Miami, etc. Tu peux donc acheter sur plan. En réalité, en termes de travail, tu fais un virement, en gros. Exactement. Voilà, tu fais 3 virements. Tu remets en vente avec l'agence qui te l'a vendu à la base. Ouais. Et tu peux peut-être déjà revendre plus cher alors que tu as fait 3 virements. Est-ce que tu es propriétaire, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin, tu es en phase, je prends des comparaisons parce que je ne sais pas du tout. En France, tu as ton compromis. Sur de la VFA, on appelle ça un contrat de réservation. Okay, c'est comme un compromis. En France, tu ne peux pas revendre un compromis. Tu ne peux plus. Il fut une époque, tu pouvais revendre tes compromis, ce qui a créé une bulle immobilière et ce qui a complètement après dramatisé le marché puisque c'est cassé à la gueule. De ce que je comprends à Dubaï, c'est que est-ce que tu as un compromis, un acte authentique ou tout de suite c'est acte authentique? Alors, ce qui se passe à Dubaï, donc pour revenir sur le plan de paiement, parce que je commençais à en parler, donc en fait, quand on achète à Dubaï, on paye, quand on achète du neuf, on paye en plusieurs fois. Donc en fait, quand on paye, en gros, au début, il y aura à peu près 20% du bien plus 4% de frais de notaire. Voilà, donc à peu près 24% du bien payé. Un peu comme en France, au ça début. en fait. Voilà, et après, il y a des échéances. D'accord. En fait, les échéances fluctuent en fonction du projet, du développeur, du temps de construction. Si c'est une petite tour avec, on va dire, une petite résidence avec peu de... Voilà, ça sera peut-être 1 an et demi, 2 ans. Si c'est une grosse tour, ça peut aller jusqu'à 4 ans, 5 ans. Donc en fait, voilà, les échéances, ça fluctue en fonction de la durée de construction. Voilà. Et donc, les plans de paiement, ça fonctionne soit 50-50, soit 60-40, soit 80-20, ça dépend du développeur aussi. Donc en fait, il y a la première partie à payer pendant la construction. Mais tu es propriétaire. Je vais revenir. Et la deuxième partie à la livraison. Okay, donc ça, c'est la première chose pour le plan de paiement. Quand on signe ces 24%, on reçoit de la part du développeur un contrat qui s'appelle le SPA. SPA, ça veut dire le Sales and Purchase Agreement. Donc c'est un contrat qui vous envoie entre toi, le client et le développeur. Voilà. Et il explique, c'est un document d'une 50aine de pages qui explique tout sur le projet. Donc, qui tu es, qui tu achètes, ce que tu achètes, avec qui tu achètes, qu'est-ce que tu achètes, donc combien de mètres carrés, à quel étage, à quelle exposition, dans quel projet, etc. Il t'explique aussi le cahier des charges, donc il y aura ces matériaux, c'est l'électroménager, exactement. Et donc après, toi, tu le signes, tu le renvoies. Donc à partir du moment où tu renvoies ça, donc il parle aussi des pénalités. Donc des pénalités, donc si toi, tu payes pas en temps, ou si lui, il a du retard aussi. Ça arrive aussi à Dubaï, il y a parfois du retard dans les constructions. Je pense qu'on pourrait y revenir. Mais en gros, ils te font un pre-title deed. Pre-title deed, c'est un espèce de... Une fois que tu as signé le SPA et que tu l'as renvoyé, eux, ils te renvoient ta copie à toi contre-signée. Et donc, tu as un pre-title deed. Le pre-title deed, c'est un titre de propriété provisoire. Donc, en fait, ils te disent, voilà, monsieur Intel est propriétaire de ce bien-là avec tout le descriptif. Il a payé ce prix-là. Et c'est un titre provisoire jusqu'à que la propriété soit livrée. Mais tu peux, voilà, donc tu es propriétaire provisoirement le temps que la construction arrive. Donc en gros, voilà, mais tu peux revendre. Mais tu peux déjà revendre. Selon le terme du développeur, donc selon le pourcentage obtenu. Donc tu peux, par exemple, il y en a qui vont demander 3 mensualités ou... Ouais, en fait, c'est un pourcentage en fait. Donc voilà, 30%, 40%, il y en a 50%, mais voilà, à peu près, c'est 40% de façon générale. Ouais. Voilà. Ok, super. Et donc, pour en revenir à l'activité de marchand, en gros, sur certains programmes, tu peux, en réalité, comme on vient de le dire, tu fais 3 virements par exemple, et déjà revendre ça à une autre personne et faire des bénéfices. Bien sûr.
Je suis pas très fan parce que effectivement, comme tu parlais il y a 5 minutes là, de la bulle immobilière en France, eh ben, du fait de pouvoir revendre, ben là c'est un petit peu pareil. Il y a quand même beaucoup de spéculation. Il y a des personnes qui n'ont pas les fonds pour. Il y avait un projet qui était sorti de Emar, donc un des principaux promoteurs, qui avait sorti un projet de maison individuelle. Les gens ils se jetaient dessus. Les maisons elles étaient peut-être à 600 000 €. C'est pas possible qu'ils aient tous l'argent pour payer le bien jusqu'à la fin. Mais ils se jetaient dessus parce qu'ils savaient que s'ils arrivaient à avoir le ticket gagnant, entre guillemets, ils allaient pouvoir revendre avec un premium de 10-15% dans quelques mois. Donc il y a c'est une vraie spéculation. Donc voilà, je suis pas très fan parce que ça tire le marché. Les prix augmentent énormément. Mais voilà, de façon générale, c'est possible. D'accord, ok. Il y a aussi le marchand classique, c'est-à-dire on va acheter, on va rénover et on va revendre. Qu'est-ce que tu penses de manière générale? Après, je te donnerai mon avis. Quand tu vois même les nouvelles tours, on voit l'extérieur qui est super, on voit les parties communes qui sont top, et on voit les intérieurs qui, de mon point de vue, sur plein de points, sont un peu limites. Et je me dis, il y a quand même des gens qui ont quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, justement, de prendre tous ces appartements qui, à l'intérieur, sont vraiment limites en termes de les sols, le carrelage, c'est du 30-30 pourri, en gros. Les cuisines, c'est un scandale. Des fois, tu n'as même pas de la vaisselle, tu n'as rien du tout. Est-ce que ça marche de prendre même un appartement que tu vas payer quasiment au prix, sauf que derrière, tu fais tellement une belle réno que tu vas attirer de la clientèle qui a beaucoup plus d'argent pour revendre derrière? Alors, il y a des personnes qui font ça et ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est mieux d'être... trouver le bon deal. Faut trouver le bon deal, il faut les bonnes équipes, il faut être sur place, c'est mieux pour suivre, voilà, comme dans tout. Mais c'est possible. Alors après, ce qui se passe aussi à Dubaï, c'est qu'en général, les appartements auxquels tu parles, là, donc, qui sont un peu plus vieux, ils sont dans les premiers quartiers, donc dans les tours qui ont été construites il y a longtemps. Donc c'est moins attractif. Disons qu'il faut faire attention, parce que si les tours vieillissent bien, on va dire, donc ça va, parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire un appartement magnifique dans une tour avec où il y a des cafards dans les parties communes, clairement, où il y a des problèmes d'isolation, etc. Donc en fait, ça va freiner pour la revente, évidemment. Donc il faut quand même faire attention, il faut quand même connaître le marché. Donc ces anciens quartiers, c'est des quartiers comme Downtown, à la Marina, exactement. À la Marina, exactement. Il y a beaucoup de vieilles tours qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Exactement. Il y a des problèmes en fait d'isolation, etc. Donc ils utilisent les... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à Dubaï, quand les personnes louent, elles louent en général avec le chiller free. Chiller free, ça veut dire la clim inclus. D'accord. Donc en fait, toi, tu vas louer ton appartement, tu as la clim qui est inclus. Donc, oui, il est. Qui la paye? Il y a bien quelqu'un qui paye. C'est le propriétaire qui paye. Et quand c'est mal isolé et que tu es obligé d'utiliser la clim, ça fait des charges énormes. Et donc en fait, il faut vraiment regarder où est-ce que tu te positionnes, parce que ça peut être dangereux. Alors évidemment, il y a moyen de gagner de l'argent, mais c'est quand même un petit peu délicat. C'est déjà quand même assez différent de la France, parce qu'en France, on n'a pas forcément cette problématique-là. Mine de rien, les immeubles, bon, à part les très vieux, mais même tu peux acheter dans des très vieux immeubles. Moi, j'ai acheté un appartement, l'immeuble, l'immeuble, c'était 1700 et quelques, dans le vieil Antibes, avec les gros murs en pierre. Bon, mine de rien, tu rénoves, et peu importe l'immeuble, si l'immeuble tient la route, il n'y a pas de fissure, etc., tu revendras derrière. Faut bien comprendre. Ça apporte presque du cachet supplémentaire. Les gens, ils aiment beaucoup l'ancien. Après, voilà, la France, mais il y a un patrimoine historique, il y a une histoire. C'est un marché différent. Dubaï, il y a 50 ans, c'était rien. Oui, c'est du sable. Donc voilà, il faut bien recontextualiser. Ouais. Après, ce qui est pas mal à Dubaï aussi, c'est que la ville, elle est en pleine expansion. Selon moi, ça va être la ville numéro 1 dans le monde. D'accord, ok. Dans quelques années, je pense que vraiment, Dubaï, déjà, ça commence déjà. Et Riyad à côté, enfin l'Arabie Saoudite. Ils essayent de concurrencer, mais je pense qu'ils sont loin de tous les pays du Golfe. Donc on appelle ça les pays GCC, donc Gulf Country. Voilà, les pays du Golfe. Donc que ce soit Oman, Koweït, Arabie Saoudite, ils essayent de concurrencer avec Dubaï. Ils sont les événements sportifs, tout ça, ils commencent à envoyer très fort là-bas. Ils essayent. Donc ils essayent de faire des projets, etc. Mais après, c'est pas que le fait de mettre de l'argent sur la table. Il y a la culture aussi. Voilà, exactement. Il y a la culture, il y a la mentalité qu'il faut changer. Dubaï, il y a 92% d'expats. Donc en fait, quand on est à Dubaï, on se croirait même pas. Oui, c'est sûr. On était à un événement il y a 2 jours. Il y a que des Français. Voilà, il y a des expats. Donc voilà, on se sent pas dans un pays vraiment du Golfe comme les autres endroits, par exemple. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que pour revenir sur le marchand, même sur les personnes qui achètent en off-plan pour faire du marchand justement et pour revendre, c'est que les terrains, les plots, on appelle ça ici, continuent d'augmenter. Donc ils vendent ça par exemple en dirhams par square feet. Donc il y a par exemple, on va dire, il y a un quartier par exemple JVC, donc c'est un quartier derrière la Marina qui est à 15 000 de la Marina. Il y a des projets qui sortent. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, Michael, regarde, parce que moi j'ai acheté un bien, j'en ai parlé sur YouTube.
il était à 650 000 dirhams. Et là, les projets qui sortent aujourd'hui, ils sont à peut-être 850 000 dirhams. Ok. Il me dit, Michael, mais regarde, en un an et demi, regarde déjà la plus-value que ça fait. Qu'est-ce qui va garantir que ça va continuer à monter? En fait, il faut se rendre compte, c'est des maths simples, mais en fait, sans être passionné d'immobilier, tu ne peux pas vraiment te rendre compte. Il faut aller regarder les prix des terrains. D'accord. Okay. Et quand tu vas regarder les prix des terrains, par exemple, du projet où j'ai investi moi, mon dernier projet, tu vois le prix que le constructeur a payé. Tu vois le prix des constructeurs qui font des projets actuels, combien ils ont payé, et tu vois les prix des terrains en vente maintenant. Donc en fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir faire un projet maintenant, il est en train de payer son prix. Alors je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais avant, par exemple, moi, le prix du square feet. Donc voilà, il faut mètre carré. C'est américain. Donc en fait, il faut 11 square feet pour avoir un mètre carré. Mais c'était 90 dirhams. 90 dirhams, ça fait 20 euros par square feet. Donc 200 euros du mètre pour le terrain. Mais après, ils peuvent faire pousser des tours. Donc voilà. Ils achètent en 2D, mais ils construisent en 3D. Donc voilà, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais en fait, il faut se rendre compte de combien ils payent leur mètre carré. Même si c'est qu'un terrain. Et donc là, les prix ils sont bien plus élevés. Donc mathématiquement. Oui, forcément. Le prix de sortie va revendre plus cher. Exactement. Donc en fait, ça va tirer le prix au mètre carré de tout le quartier, même si on investit aujourd'hui, vers le haut. Après, est-ce que ça ira aussi vite qu'avant? On ne sait pas. Mais voilà. Petite question, peut-être très stupide. Ils achètent à qui le terrain? Qu'est-ce qu'ils le vendent? Au gouvernement. Donc c'est le gouvernement directement qui vend son pays, en gros, directement à des particuliers, enfin à des promoteurs. À des promoteurs. Il y a beaucoup de promoteurs qui sont gouvernementaux aussi. D'accord. Donc par exemple, voilà, les plus connus, il y a le gouvernement qui évidemment, il profite de l'immobilier à Dubaï. Voilà. D'accord. Ok. Pour en revenir au côté entrepreneur, donc tu avais une agence sur la côte. Non, je te corrige. Tu as commencé, ouais, en fait, j'ai la carte T. D'accord. J'ai la carte T, j'avais pour projet potentiel, parce qu'en fait, quand tu investis dans des immeubles, parfois il y a des locaux commerciaux. Oui. Je me suis dit, le local commercial, il est vide. Pourquoi pas, j'ai ma carte T, en fait. Pourquoi pas tenter de faire une agence? Et après, au final, je me suis dit quand même, je suis parti sur un autre projet, donc de faire l'agence ici, donc l'agence de Dubaï. D'accord. Mais voilà, j'ai changé de projet. Est-ce que tu as une équivalence carte T française et carte, je ne sais pas comment tu appelles ça ici, une carte T, enfin, la possibilité de faire une agence immobilière à Dubaï? Tu as dû faire des études ici. Comment tu as pu faire pour ouvrir une agence? Ou tu n'as pas besoin? Il y a besoin, alors, deux choses. Première chose, il faut une licence. Ce qui est marrant, voilà, on va parler un peu des inconvénients de Dubaï. Parce que là, la licence, c'est typiquement un inconvénient. Parce que demain, toi, tu veux venir ouvrir un business ici, que ce soit architecture, peu importe, agence, n'importe quel business, il faut une licence. La licence, elle se paye. D'accord. Mais elle se passe ou elle se paye? Elle se paye. La licence, faut la payer. Donc je peux être n'importe quoi ici, quasiment. Exactement. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce que voilà, parfois il faut des équivalences. Des qualifications. D'accord. Mais il faut quand même avoir une licence. La licence, elle se paye, mais pas qu'une fois. Elle se renouvelle chaque année. D'accord. Pour avoir une agence immobilière, c'est à peu près en mainland, donc en Dubaï même, c'est à peu près 10 000 euros par an. Donc on dit souvent qu'il n'y a pas d'impôt à Dubaï. Mais n'importe qui vient à s'installer à Dubaï va devoir payer des licences renouvelables chaque année. Donc déjà, tu as un frais fixe de à peu près un peu moins de 1 000 euros par mois. Déjà, qui partent. Voilà. Après, je préfère payer ça que les impôts. Après... moi, j'ai plus d'impôts que 10 000 balles par an. Oh, moi aussi, j'ai encore mes impôts en France. J'ai tout mon immobilier en France. J'ai beaucoup d'impôts en France. Mais voilà, tu as la licence qui a payé. Après, tu as une certification qui s'appelle le RERA. Le RERA, je crois que c'est Real Estate Regulatory Agency. Donc voilà, c'est une espèce d'agence gouvernementale pour l'immobilier. Et donc, ça, c'est un test à passer. D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est sympa. C'est un examen à passer. Donc, en fait, c'est en anglais. Il faut étudier. Moi, j'ai adoré. Je suis passionné d'immobilier, donc j'ai adoré apprendre parce qu'en fait, ça t'explique l'histoire de Dubaï, voilà, comment l'immobilier s'est développé, etc. Donc, ça te donne aussi beaucoup de. Ça te parle d'informations, de la vision du chèque et tout. J'adore ça parce que voilà, effectivement, c'est une entreprise. C'est géré comme une entreprise. Dubaï, c'est un business, donc tu vois la vision qu'il a et j'adore ça, tu vois, parce que effectivement, voilà, c'est très intéressant. Donc j'ai adoré apprendre pour cet examen. Donc j'ai passé le test. Je crois qu'il faut avoir 70%. Donc voilà, c'est tout en anglais. C'est pas facile. Alors je parle très bien anglais, mais il y a beaucoup de questions à double négation. Donc c'est-à-dire si je n'avais pas fait ça, est-ce que j'aurais pu... Bref, il y a beaucoup de questions à double négation. Et je me suis dit, même si je les lis en français, je comprends pas. C'est compliqué. Donc, c'était quand même assez
Pas très compliqué, mais voilà. On va dire quelqu'un qui n'est pas passionné d'immobilier, qui parle pas très bien anglais, c'est difficile. Bon courage. Ouais, bon courage. Okay. Bon courage. Donc, et donc, tu peux réviser ce test-là, je sais pas. Bien sûr. Il y a plusieurs méthodes. Donc, il y a des livres. Moi, j'ai regardé grâce à YouTube, et il y a des personnes qui font des classes intensives, voilà, des formations pour pouvoir, voilà, une semaine, quelques jours, pour pouvoir passer ce diplôme. D'accord. Voilà, une fois que tu as ton diplôme, tu as ta carte d'agent, donc broker's card, ils appellent. D'ailleurs, c'est très bien. D'ailleurs, j'encourage à toutes les personnes qui veulent investir à Dubaï, quand ils parlent à quelqu'un, il faut bien demander la broker's card, donc la carte de broker à quelqu'un. À cette personne. Il y a un QR code dessus. Ok. Et tu peux la scanner. D'accord. Et il te dit directement, ça t'envoie sur le site du gouvernement de Dubaï pour te dire si la carte elle est active et elle est encore en état, etc. Donc parce que tu as des personnes qui n'ont pas de carte et qui vendent. Comme en France. Ouais. Comme en France. Demain, demain t'es n'importe qui. Apporteur d'affaires au chasseur, tu te dis chasseur, et tu prends une commission. Exactement. Ouais, donc il y a beaucoup de personnes qui font ça, c'est interdit à Dubaï. D'accord. Donc, mais c'est compliqué de contrôler toutes les personnes qui font ça. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant quand même que tu me parles de ça, parce que au moins à Dubaï, moi personnellement, j'ai la carte T. Ouais. Ok, donc ça veut dire que demain, je peux ouvrir une agence en France. Mais je l'ai eu grâce à mon diplôme. J'ai un diplôme en école de commerce. Ils m'ont donné l'équivalence, ils m'ont donné une carte T. Voilà, exactement. Je trouve ça un peu limite quand même, parce que demain, quelqu'un qui a juste une licence en France, qui a pas. Parce qu'en fait, c'est à partir du niveau licence. Ouais. Donc, quelqu'un qui a une licence je sais pas, en droit, limite en psychologie, peut-être, enfin, je sais pas, il peut peut-être avoir sa carte T. Ouais, il y a quand même des domaines, c'est école de commerce où il faut faire du droit. Ouais, ok. Mais quelqu'un qui fait du droit, demain, il est apte à ouvrir une agence immobilière, tu trouves ça normal? Je sais pas. Oui, après, bon, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas ma carte, je me suis associé maintenant avec mon frère pour ouvrir cette agence-là, qui a comme toi une équivalence en école de commerce. Mais c'est sûr que il faut quand même un minimum. Après, j'ai fait l'immobilier, mais il y a quand même beaucoup de. Je parle de façon générale, tu vois. De façon générale, il y a quand même beaucoup de choses que tu dois apprendre sur le tas, parce qu'entre être investisseur et avoir une agence, même au niveau des mandats, des registres des mandats, comment tu dois remplir tes fichiers, etc., il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et c'est vrai que, à part la formation vraiment pure BTS immobilière, c'est vrai qu'une équivalence, des fois, c'est un peu limite. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est le terrain. Le terrain, il n'y a pas le choix. Même demain, tu as une agence, alors que, admettons, tu as eu ta carte T grâce à une licence en droit, admettons. Quand tu vas parler avec les clients, d'ailleurs, ça c'est intéressant de voir un petit peu comment tu fais avec tes clients, ils vont vite se rendre compte si tu as l'expérience ou pas. En fait, voilà. Donc, bon. Tiens, par rapport à ça, je fais une petite aparté, après on reviendra sur Dubaï. Je trouve que l'avantage quand tu es investisseur et que tu as une agence, c'est qu'en fait, comme tu as été plusieurs fois à la place de l'acheteur et du vendeur, forcément, quand tu as un acheteur devant toi, tu peux vraiment te mettre à sa place et lui parler comme lui et sa vision sur le bien, tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que mine de rien, comparé à un agent immobilier classique qui est juste à chaque fois entremetteur entre les deux, toi, quand tu es acheteur, tu sais ce que tu recherches et tu peux parler à un acheteur. Et quand tu es vendeur aussi, tu as été vendeur plusieurs fois, tu sais parler aux vendeurs pour vendre. Et je trouve que c'est un énorme avantage en étant investisseur immobilier de faire de la transaction, parce que forcément, tu sais vraiment te positionner sur l'un ou sur l'autre. Et je sais que ça m'a beaucoup servi, surtout des fois dans le milieu où tu as des gens qui ont beaucoup d'argent et tu as un problème d'ego. En fait, ils veulent faire le deal, mais on a fait un deal comme ça, ils avaient un gros deal. C'était juste de l'ego à 50 000 balles près. Ils étaient prêts les deux à pas vendre. Il fallait faire un pas vers l'un, un pas vers l'autre, etc. Et le fait d'être investisseur, ça aide quand même beaucoup sur la partie transaction. Bien sûr. Et moi, tu as raison à 100%. Et d'ailleurs, il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus. Première chose, il faut faire attention avec qui vous investissez à Dubaï, parce qu'il y a beaucoup de personnes, un peu comme en France, qui sont agents du jour au lendemain, en fait. Et quand, en fait, on tombe demain, moi, il y a des personnes qui me contactent qui ont... non, il y a des personnes qui me contactent qui ont 500 000 euros, 1 million d'euros, tu vois. Et c'est de l'argent. Parfois, c'est de l'argent d'une vie. Parfois, c'est des grosses économies. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui a 22 ans, qui n'a pas acheté, qui, tu vois, qui a aucune expérience et qui te conseille... Ils vont tout et n'importe quoi, non. C'est un petit peu difficile. Autre chose aussi, ça c'est un gros point que je tiens à souligner pour toutes les personnes qui veulent investir à Dubaï, c'est par rapport au crédit. Donc je vais faire une vidéo bientôt, je vais la poster par rapport au crédit, donc ça va durer une petite heure, on va parler du crédit à Dubaï, comment ça fonctionne pour les résidents et les non-résidents. D'accord. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont, on va dire, novices, qui disent, demain il y a un agent novice qui dit à un investisseur, bon vous partez sur ce projet-là et après vous faites un crédit. Ok. Sauf que pour faire un crédit à Dubaï en tant que non-résident, il y a des conditions quand même à respecter. Moi, il y a des personnes qui me contactent parfois. Oui, j'ai acheté ce bien-là, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Et comment vous comptez financer la deuxième partie? Oui, l'agent, il m'a dit qu'à crédit, c'était possible.
Ok, mais vous avez quoi comme revenu? Ah, ben je suis à mon compte et je gagne 3000 euros par mois. Mais vous faites jamais un crédit avec ce. Ah oui, mais il m'a dit que c'était possible. Non, mais est-ce il a creusé sur votre propre situation? Donc en fait, faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui cherchent à vendre pour manger à la fin du mois, en fait. Et c'est un peu compliqué par rapport à ça. Donc, est-ce que tu dirais qu'il y a plus d'escroquerie ici qu'en France, de manière générale? Ça fait pas très longtemps que tu es ici, mais est-ce que tu vois un peu plus de, je sais pas, des personnes qui essaient de vendre tout et n'importe quoi ici par rapport à la France, ou pas du tout? Bah, disons qu'ici, il y a beaucoup de projets qui sortent. D'accord. Donc forcément, comme il y a beaucoup de projets qui sortent, et puis au final, les coms, elles sont non imposées. Donc il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire de l'immobilier à Dubaï. D'accord. En France aussi. Ouais. Mais en France, c'est un peu plus compliqué quand même. Je pense que ça prend plus de temps. Ici, de vendre un bien en off-plan, c'est facile. La personne, elle voit le projet, c'est que des plans en 3D. Après, moi, je me déplace tout le temps. D'ailleurs, je reviendrai sur ça pour expliquer un peu le suivi que je fais aux clients. Mais les plans, il n'y a rien en fait. Au mieux, c'est des fondations. Donc, quand les personnes veulent devenir propriétaires et que le plan, c'est un plan sur 3 ans, quand elles viennent tout de suite, il n'y a rien. Quoi. Donc, à part voir un carré de terre et les immeubles qui est à côté, elles peuvent le voir sur Google Maps. Donc, en fait, il y a beaucoup de projets qui sortent. Et donc, c'est plus facile de vendre un petit peu tout et n'importe quoi. Il faut voir avec qui on traite et il faut voir le type d'investisseur aussi. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, il faut voir aussi les commissions. Il y a des développeurs qui payent que 2% de commission, il y en a qui vont jusqu'à 7%. Moi, les développeurs en général, les développeurs qui payent le plus ont les moins bons projets. Ouais, d'accord. C'est évident. Ils ont besoin de payer plus les agents pour pouvoir vendre leur projet. Moi, déjà, les développeurs à 6 et 7%, déjà, je touche même pas. Parce que c'est des projets un peu. En fait, c'est simple. En tant qu'investisseur, je conseille des projets où moi, je me verrais bien investir. Voilà. Donc voilà, c'est toujours pareil. Moi, par exemple, ça, c'est histoire véridique. Il y a quelqu'un qui me contacte, il me dit: oh, regarde, j'ai acheté ce projet-là, il est moins cher. Toi, tu m'as proposé un projet plus cher. Je dis: ok. Moi, je connaissais le projet. Et je dis: est-ce que tu as parlé Je dis: ok, l'appartement est moins cher. Est-ce que tu as regardé le plan d'appartement? Non, il m'a proposé ça, c'était pas très cher. Ok. Demande-lui le plan d'appartement. Parce que je connaissais le projet. Et je savais qu'il restait des unités, mais c'est les unités poubelles. Donc les unités que moi, je touche pas. Mais en gros, quand tu regardes sur le plan de l'appartement, sur le plan de l'étage, tu vois que tu es en face de l'ascenseur, à côté du local poubelle et machin. Donc en fait, tu as fait un investissement un petit peu zéro. Et au final, l'agent qui a vendu ça, c'était juste pour faire sa vente. Et il t'a même pas parlé du plan d'étage. Donc moi, je préfère pas vendre. Encore une fois, je suis pas à courir après une commission pour pouvoir faire une vente et avoir un acquéreur qui est déçu. Pas content et puis que tu reverras plus vite derrière. Exactement. Donc, pour en revenir à l'agence, donc tu as passé ta licence, donc tu fais cet examen, tu as ta licence. Ensuite, est-ce que tu as créé un site internet ici? Est-ce que tu as des systèmes comme en France, nous, je sais qu'on utilise Apimo ou Hector, etc., où tu peux recenser les biens, etc., pour créer ton site? Comment tu as créé ton site? Est-ce que tu as une vitrine physique? Est-ce que tu as une équipe? Comment tu t'es organisé? Alors, moi, j'ai une petite équipe qui s'occupe un peu de on va dire, en fait, voilà, c'est quand les personnes, moi, je fais du contenu sur Internet, donc voilà, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça que je trouve les clients. Moi, je cours après personne, je fais pas de pub, je vais pas chercher les clients. Je fais mon contenu de qualité, je parle de mes investissements et les gens me contactent. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. J'ai un site, l'agence de Dubaï.com. Donc j'ai fait mon site, les clients peuvent me contacter, ils peuvent prendre des rendez-vous avec moi. Ton contenu, tu fais en français? Je fais en français. Je vais faire des interviews. Tu parles anglais et russe aussi? Je parle anglais, russe, espagnol et français. Ouais. D'accord. Donc je parle beaucoup avec espagnol aussi? Ouais. Je parle avec des Russes. D'accord. Souvent. Mais les Russes, c'est pas le même type d'acquisition. Les Français, ils veulent diversifier à Dubaï. Ils veulent acheter en général un petit bien pour mettre un pied-à-terre ou un premier investissement. Voilà, quel exactement. Les Russes, c'est différent. Ils ont de l'argent, ils veulent stocker de l'argent, donc c'est différent. Donc, moi, je vais chercher personne, c'est les gens qui me contactent. D'accord. Qui veulent me contacter. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, on a des équivalences. Donc, par exemple, en France, on a quoi? Se loger, le bon coin. Là, il y a les équivalences. Par exemple, Bayout, Property Finder, Dobizzle, donc il y a plusieurs sites d'annonces. Mais ça, c'est plutôt pour les annonces en marché secondaire. Donc, c'est-à-dire des biens déjà faits ou des biens déjà achetés en off-plan que les personnes veulent revendre. Voilà. Pour les programmes neufs, on a les contacts directement avec les développeurs en étant agent ici. Donc là, pour reprendre vraiment donc tu arrives ici, tu fais ton site, etc. Et comment tu vas avoir un développeur? Qui tu vas voir? Tu toques chez MR, bonjour, je m'appelle Michael, j'ai ouvert mon agence, donnez-moi vos programmes. Exactement. Ok, d'accord. Comme ça au culot. C'est pas au culot, c'est en fait eux, ils ont rien à perdre en fait. Ils te proposent des biens. Ils ont pas leur propre, parce qu'ils ont
leur pôle de vente, les gros promoteurs. En fait, ce qui est bien fait à Dubaï, c'est que demain, si tu vas acheter en tant qu'un investisseur qui veut diversifier à Dubaï, directement chez le développeur, ou en passant par une agence, tu payes la même chose. Tu payes la même chose. Demain, tu me dis, Michael, j'ai 200 € et je veux acheter un appartement, une pièce, deux pièces, admettons. Je te dis, OK, il y a ce projet-là, il y a le nom du développeur, l'adresse et tout, tu l'appelles. Avec 200 €, ça sera compliqué. 200 000 €. On oublie les milliers d'euros. Donc, 200 000 €. Tu vas chez le développeur, tu auras le même prix. D'accord, OK. Est-ce que vous faites une co-agence? En fait, c'est pas une co-agence, c'est le gouvernement de Dubaï qui veut, on va dire, promouvoir l'investissement à Dubaï. Donc, on va dire, il délègue ça à des agences immobilières qui, justement, font tout le travail de vente, de marketing, etc., de conseil. Donc ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que demain, alors, premièrement, ça coûte rien à l'investisseur parce qu'il se fait accompagner gratuitement. Si demain, il passe par chez le développeur, donc il se paiera la même chose, ça, c'est super. Deuxièmement, il est vraiment conseillé. C'est-à-dire que si vous appelez, toi, demain, tu appelles le développeur, il va dire, achète mon projet. Tu dis, mais pourquoi pas celui-ci? Non, mais moi, non, le mien, il est mieux. Alors que moi, quelqu'un qui m'appelle, tu as plusieurs projets par rapport à la situation. Alors, déjà, en fait, moi, quand quelqu'un m'appelle, je propose pas de projet. On prend le temps. Exactement. On prend le temps, on parle de stratégie, on parle de qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Donc, est-ce qu'ils veulent acheter un bien pour faire du locatif? Est-ce qu'ils veulent acheter un bien pour potentiellement... D'ailleurs, c'est intéressant, quand je leur pose la question, est-ce que tu veux potentiellement habiter dans ce bien-là? Il y en a plein. Avant, ils me disaient non, c'est que du locatif. Et maintenant, ça commence à changer. Ça commence à dire peut-être y aller quelques mois l'hiver, potentiellement 5 mois, 6 mois. J'ai l'impression que les gens essaient de se garder une porte de sortie. On sait jamais. Donc après, c'est peut-être dû à la situation en France qui est un peu en train de on va dire d'empirer, pour être gentil. Et donc voilà, les gens essaient d'avoir une porte de sortie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent à avoir un bien aussi pour potentiellement pouvoir y avoir. Il y en a qui cherchent à faire que du Airbnb, il y en a qui cherchent un usage mixte, il y en a qui cherchent à faire du long terme. Donc voilà, on comprend la stratégie du client. Et après, en fonction de ça, on comprend le budget, on comprend l'apport, on comprend s'ils sont finançables. Donc voilà, je cherche vraiment à comprendre la situation du client pour pouvoir lui proposer le bien qui colle parfaitement avec sa stratégie. Évidemment, je suis pas là à proposer. Il y a des clients qui m'appellent et ils me disent, ouais, j'ai vu ta vidéo YouTube, alors je suis en contact avec d'autres agences. Je lui dis, j'ai un budget de 200 000 €, donc ça fait 800 K dirhams. Il m'a proposé quelque chose à 1,2 million. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Ah, mais ils ont des deals, il y a plus de com sur ce truc-là, ils ont besoin de vendre, donc voilà, ils sont en train de se... Après, ça, c'est les agents immobiliers. En France, j'ai des histoires comme ça à dormir debout, c'est pareil. Voilà, donc en gros, voilà, moi, personnellement, je m'occupe de vraiment comprendre la situation du client. Et après, voilà, évidemment, je l'aide pour, s'il y a besoin de faire des traductions, etc., pendant l'acquisition. On fait un suivi en fait pendant la durée du projet. Donc je vais régulièrement sur place montrer des photos, des vidéos. Les gens ils sont à distance. Ils envoient leur argent qu'ils ont durement gagné pour investir ici. Donc voilà, ils aiment bien voir des photos. Clairement. Voilà, ils me remercient. Ouais, merci, c'est super, ça avance vite et tout. En plus, ça avance vite à Dubaï, ça c'est vrai. Donc ils sont contents de voir les avancements. Souvent en plus, c'est des investisseurs, donc ils sont en train de faire des travaux en France, ils voient la différence. Ils arrivent à peine à faire leur salle de bain avec les égouts. Et là, le projet, il a déjà pris 2 étages. Donc, c'est marrant de voir un petit peu les différences comme ça. Et évidemment, moi, ce que je propose en plus, c'est l'aide à l'ameublement. Parce qu'à Dubaï, il y a beaucoup de biens qui sont vendus, loués, non meublés. Mais c'est vite amorti les meubles. En 1 an, quasiment, ou 2 ans, tu amortis tes meubles parce que tu peux louer plus cher. Et il y a beaucoup de personnes qui le font pas. Donc ça, c'est des petits détails, on va dire, à la française ou d'investisseurs peut-être, mais faire une petite déco sympa, c'est pas grand-chose. Un tapis, un petit lustre sympa, une petite lampe. Ton appart, il se loue direct et tu peux le louer plus cher, alors qu'au final, les meubles, ils sont à toi. Et en fait, ça te permet déjà d'avoir beaucoup plus de prospects pour pouvoir louer ton appartement. Et aussi, ça évite à la personne... C'est beaucoup plus sympa. Effet coup de cœur, évidemment, mais ça évite à la personne de devoir acheter des meubles. Il y a beaucoup de personnes qui achètent leurs meubles à Dubaï parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont à louer en non meublé. Moi, j'ai acheté tous mes meubles quand j'ai loué mon appartement. Et en fait, ça embête un peu, quoi. Clairement. Donc voilà, il y a plein de personnes qui sont prêtes à payer un petit peu plus, mais pour pas avoir acheté tous les meubles. Après, qu'est-ce qu'elles font quand elles partent, etc. Donc voilà, il y a ça. Donc l'aide à l'ameublement et mise en place du premier locataire. Donc ça, ils aiment bien. Moi, ça me prend pas de temps, concrètement. Et au final, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas à payer une agence en plus. Voilà, ils savent qu'ils peuvent passer par moi. Le service, il est en français. Ils savent qu'on va sélectionner les dossiers ensemble. On va faire l'ameublement ensemble. Moi, ça me prend pas trop de temps. Et puis, c'est un plaisir avant tout de faire des belles prestations. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des biens à Dubaï, ils sont vendus
avec dressing, salle de bain et cuisine. Ok. Équipé. Pas tout équipé parfois, mais équipé. D'accord. Voilà. Ça dépend des projets, mais voilà, majoritairement, c'est équipé. Ok. Donc en fait, il y a un petit ameublement à faire. C'est pas grand-chose. C'est quoi? C'est canapé, télé. S'ils achètent un 2 pièces, voilà, un lit avec. Voilà, c'est pas grand-chose. Il y a peut-être 2000 € d'ameublement. Et ça permet de voilà, vraiment. Et puis, on les retrouve directement en un an, les 2000 € de plus. D'accord, ok. Voilà. Concrètement, une personne qui regarde cette vidéo, une bêtise, elle a 300 000 € de budget. Elle te contacte. Comment ça fonctionne vraiment depuis. Elle connaît rien à l'immobilier, rien. Elle t'appelle. Salut Mickaël, j'ai 300 000 € de budget. Comment je peux investir à Dubaï? C'est quoi pour toi le processus? Comment tu vas driver cette personne jusqu'à la mise en place de son premier locataire? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je pense que déjà, je vais lui demander sa situation. Ok. Voilà. Donc, est-ce que c'est 300 000 € qu'elle a en dispo? Est-ce que c'est la valeur totale du projet, du projet dans lequel elle veut investir? Ok. Quel type de bien elle projette Et si d'acheter? vraiment cette personne, elle connaît rien, elle te confie en fait ces 300 000 € pour que tu investisses à Dubaï. Ok, je vais lui poser les questions. Est-ce que tu veux le rentabiliser tout de suite? Ok. On peut partir sur un bien marché secondaire, donc qui est déjà prêt. Est-ce que tu veux, ça te dérange pas d'attendre quelques années pour pouvoir avoir un bien neuf, etc. Potentiel plus-value et un bien neuf. Donc déjà, c'est des questions où je dois avoir les réponses. Est-ce que elle peut faire un crédit? Donc est-ce qu'elle veut potentiellement emprunter à Dubaï, donc utiliser l'effet de levier à Dubaï parce que c'est possible en tant que non-résident? D'accord. Je crois qu'il faut 40% d'apport. Non, ça dépend des projets. On va en revenir, mais en gros, il faut payer la première partie du plan de paiement. Donc, si c'est un plan de paiement 50-50, il faut payer 50%. D'accord. Okay. Donc, en fait, voilà, c'est important de savoir. Est-ce que demain, elle a 300 000 €, est-ce qu'elle veut que le projet total fasse 300 000 €? D'accord. Ou est-ce qu'elle veut, elle, mettre 300 000 € et pouvoir potentiellement emprunter 300 000 €? Donc, partir sur un bien beaucoup plus gros. Ok. Donc, il y a plein de questions. Je ne peux pas te dire tout de suite, voilà, il faut faire ça. Ça dépend. Voilà. Est-ce qu'elle veut potentiellement habiter à Dubaï ou pas? Est-ce qu'elle veut privilégier un bien dans un quartier un peu mieux, avec peut-être une vue, avec plus d'équipement? Et s'il veut juste faire un investissement, en gros, à l'instant T, il veut juste faire un investissement. Pour lui, il se dit, tiens, la France, pour X raisons, j'ai déjà investi en France, par exemple, ou ailleurs. J'ai aujourd'hui cette liquidité sur mon compte bancaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, Mika? Ok, déjà, on va parler de stratégie. Est-ce qu'elle préfère, on va dire, diversifier les investissements? Ok. Ou est-ce qu'elle préfère mettre ça dans un gros bien qu'elle pourra potentiellement faire du Airbnb avec une vue, etc. Il y a plein de stratégies possibles. Donc en gros, voilà, que ce soit, moi, ce que je dis toujours, quand on veut diversifier, que ce soit à Dubaï ou ailleurs d'ailleurs, l'important c'est de faire travailler l'argent. Ok, donc que ce soit 3 studios à 100 000 € ou 3 pièces à 300 000 €, ça va se valoir en fait. Parfois, il y aura un peu plus de renta que l'autre, mais l'argent travaille. Après, c'est pas le même type de bien. Peut-être le 3 pièces, tu pourras faire du Airbnb. Peut-être le studio, ça sera toujours loué et tu n'auras pas de problème. Là, tu auras un peu plus de vacances locatives. Là, tu pourras l'exploiter pour toi, pour tes amis, pour ta famille. Les studios, non. Voilà, il y a des possibilités. On peut diversifier. Il y a plusieurs choix possibles. Mais voilà, c'est propre à chaque personne. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de ça. C'est que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, en fait, ils aiment bien me parler à moi, en fait. Donc, c'est compliqué de déléguer. Je sais qu'il y a... Regarde, je suis pas sûr que je suis censé te parler de ça devant le podcast. Quand je voulais venir à Dubaï, j'ai un ami à moi, un très bon ami, qui a une grosse boîte de closer. D'accord. Ok. Et il sait que je fais d'immobilier, il sait que je suis passionné d'immobilier, il sait que si je fais une agence, ça va fonctionner parce qu'effectivement, voilà, le contenu, c'est qualitatif. Ils savent que, voilà, que moi, j'investis, que j'ai un beau patrimoine en France. Donc, je me suis dit... lui, il m'a dit, Mickaël, on s'associe. Ok. Je lui dis, pourquoi pas, on en discute. Il me dit, moi, écoute, toi, tu fais le contenu et moi, j'ai l'équipe de closer. Et en fait, voilà, je sais pas si je suis vraiment censé en parler, mais moi, ça m'a gêné, en fait. Parce que je me suis dit... En fait, un bon vendeur, c'est un bon conseiller. Déjà, moi, j'aime pas le mot vendeur, déjà. Oui, c'est vraiment conseiller. Conseiller. Exactement. Voilà. On parle d'une stratégie. Tu parles à des personnes qui t'ont vu, toi, sur Internet, parce que tu as fait cet investissement, parce que tu parles... Tu peux pas déléguer... Je pense que c'est difficile de déléguer à quelqu'un. On en revient sur l'expérience. L'expérience, tout. Puis même la personne elle te pose des questions par rapport à sa fiscalité, sa société. Si tu veux bien vendre, comme on disait tout à l'heure, un bon agent immobilier, il a été investisseur. Pour moi, les meilleurs agents immobiliers sont investisseurs parce qu'ils ont été vendeurs et acheteurs. Si tu es juste, entre guillemets, vendeur et là pour closer un deal, surtout si tu ne veux pas conseiller... Surtout, c'est pareil. Et quand tu closes, on va dire, je sais pas, des formations ou voilà, quelque chose comme ça, c'est pas des gros montants. Okay. Quand tu closes quelqu'un qui veut investir à Dubaï ou ailleurs d'ailleurs,
c'est quand même des économies, pas d'une vie, mais voilà, des grosses économies. L'argent, il est très compliqué à gagner. Après impôt en France, c'est pas évident d'avoir des grosses sommes. Donc quelqu'un qui veut diversifier à Dubaï, non, tu t'es pas là pour le closer, tu es là pour le conseiller. Exactement. Tu vois, donc en fait, j'ai refusé ce partenariat. Je me suis dit, bon, je préfère être à mon compte tout seul, quitte à faire beaucoup moins, ou closer beaucoup moins de deals, peut-être. Après, je sais pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, voilà, faire beaucoup moins de chiffres. Moi, je cours pas après l'argent. C'est vraiment, voilà, je conseille, je parle avec chaque personne. La satisfaction client. On parle ils me racontent, ben voilà, avec qui sont les familles, qu'est-ce qu'ils font comme travail, etc. Et ça, vraiment, je prends du temps. C'est au moins, voilà, c'est plusieurs heures avec chaque client. Mais voilà, on s'attache. Et puis, c'est normal parce que les personnes, elles te voient, toi, sur Internet. Elle te dit, je veux parler à cette personne-là. Demain, quand tu fais un gros deal sur la Côte d'Azur, c'est toi qui vas sur place. Tu ne peux pas être sur une plage et envoyer ton vendeur qui n'a même pas, lui, acheté un bien et lui dire, vas-y, close-moi. Impossible. Ça marche pas. Voilà, donc même principe pour Dubaï. Enfin, pour moi, quoi. Ok. Donc, une personne, elle a une somme d'argent. Ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est qu'en réalité, tu n'as pas de stratégie propre. C'est par rapport à sa situation, exactement, à ce qu'elle a envie, où on va adapter la meilleure stratégie. Bien sûr. Et c'est normal. C'est une vérité absolue de mon point de vue. Voilà. Mais que ce soit dans n'importe quel investissement. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, surtout avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se dit, tiens, un tel, il a fait ça, je vais faire pareil. Mais non, un tel, il a fait ça parce que lui, il a telle situation, etc. Pour toi, ça ne marchera pas. Pour toi, il faut mieux faire comme ça. D'où l'importance. Et ce que tu mets très bien en pratique, c'est justement d'accompagner la personne, en gros de faire un audit de qui il est, de ce qu'il a fait dans sa vie, aussi je dirais peut-être son appétence au risque, est-ce qu'il va être très stressé, etc. Et par rapport vraiment à la fin, une fois que tu as tout tiré de la personne, là tu vas lui dire, ok, toi, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et derrière, tu vas pouvoir l'accompagner et trouver le deal. Ouais, exactement, je comprends. Okay. Ouais. Donc tu trouves le deal à la personne achète, ok. Voilà, donc en fait, ça se passe en plusieurs. Ça dépend en fait du type de projet. Parfois, il y a des projets qui sont en pré-lancement. D'accord. Donc on met ce qui s'appelle ici, on appelle ça un EOI. Donc c'est Expression of Interest. Donc en gros, ça dépend des deals, mais en gros, tu mets c'est souvent 20 000 dirhams, donc 5 000 euros. Donc tu envoies ça. Et parfois, ils peuvent t'attribuer une unité, donc ils arrivent à te choisir l'unité. Et après, au moment du lancement, tu devras payer, on va dire, les pourcentages restants, donc les 20%, plus le notaire. Parfois, ils collectent donc tous les EOI, donc toutes les expressions d'intérêt, et ils ne t'attribuent pas d'unité encore. Donc en fait, tu es un peu sur liste d'attente. Donc tu attends et bon, tu mets tes préférences, mais tu sais pas trop. Après, évidemment, c'est de l'argent qui est remboursable. D'accord. Donc tu as le choix de te positionner ou pas selon l'unité qu'on t'a attribuée. D'accord. Mais voilà, donc en gros, par contre, quand le projet est déjà lancé, tu as le choix de l'unité. Et là, on en discute. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais chez le développeur. Souvent, ils ont des maquettes. Donc voilà, je suis en contact avec mon client. On va voir sur place, je lui montre sur place en visio. Voilà, toi, tu as cet appartement-là, il a cette vue-là, à côté, il y a ce parc-là, il y a cet immeuble-là, tu auras peut-être la vue sur ça, c'est un peu dommage, peut-être tu pars sur cette unité-là. Ouais. Parfois, elle est un peu plus chère, mais voilà, tu as la meilleure vue. Donc voilà, c'est vraiment, ils arrivent à se projeter comme ça. Ok. Voilà. Alors, pour partir maintenant sur un autre sujet. Ok. Bon, toi, tu es venu ici, je sais que tu avais des locations, etc., qui tombaient en France, donc ça te permettait, j'imagine, cette agence, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, dans tous les cas, tu as de quoi manger, etc. Exactement. Ce que je comprends. On va dire que je fais ça par passion plus que par besoin. Voilà. Ok. Ouais. Maintenant, je trouve qu'il y a le côté entrepreneuriat et le côté, en gros, j'ai des couilles et je vais tenter quelque chose à l'étranger qui est quand même intéressant à mettre en avant. Parce que tu es parti, ce que tu me disais, c'est que ça coûte 10 000 € pour ouvrir une agence. Ouais. Tu connaissais rien ni personne ici. Ça faisait pas mal d'années que je venais quand même sur Dubaï. D'accord, ok. Moi, je voyage beaucoup. Voilà. Comme on a dit, je parle plusieurs langues. J'étais amené à beaucoup voyager avec mon ancien travail en tant qu'assistant personnel. Donc, je voyageais beaucoup. Et au final, j'étais venu plusieurs fois à Dubaï. Donc, je voyais l'attractivité qui grandissait. Je voyais aussi la vision, en fait. Peut-être qu'on en reviendra dessus, mais il y a une vraie vision à Dubaï du sheikh. Et c'est vraiment... Voilà, je me suis dit... attiré ici. Je me suis dit, pourquoi pas tenter ? Ok. Pourquoi pas tenter ? Ton premier client que tu as eu avec l'agence, comment tu l'as eu ? Il m'a contacté via ma vidéo YouTube. Ok. Donc, en gros, pour résumer, avec 10 000 €, un ordinateur, un téléphone, tu arrives à vendre un bien immobilier à Dubaï en venant s'installer ici, en partant de rien. La liste, elle est pas mal, mais tu as oublié quelque chose d'important ? Et du travail, et de la motivation, etc. Un cerveau qui fonctionne bien, avec de l'expérience. Non, mais parce que en fait, c'est toujours pareil. Pour pouvoir faire ça, il faut des années d'expérience derrière. Bien évidemment. Quand je fais une vidéo YouTube et que j'explique mon projet et que justement, je suis pas là en train de vendre du rêve en disant voilà, les rentabilités, c'est ça. Je parle des rentabilités nettes.
Oui, ça fait la Tu vois, il différence. faut de l'honnêteté intellectuelle, etc. Donc, Ça, je voilà. comprends. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, tu as beaucoup de personnes qui ont peur. Là, je parle du côté plutôt la peur de se lancer. Qui ont peur de se lancer parce que, ah, mais ça me coûte trop d'argent, mais je parle pas la langue, mais si, ça, machin, etc. Bon, tu parles des langues, ok, mais ces langues, tu les as bien appris un jour. Donc, à un moment, il faut bien partir du niveau 0 à un moment. Travailler, comme tu l'as dit, sur l'immobilier, bah, tu as de l'expérience, tout ça. Mais l'expérience, c'est qui forcément par de l'expérience, mais par le passage à l'action, par en même temps l'apprentissage. Il y a les vidéos YouTube, il y a les formations, mais tu peux acheter 3 bouquins pour 100 balles et ça fait déjà énormément d'informations qui te suffisent largement pour commencer. Tu n'as pas besoin de plus des fois. Donc, moi, ce que je trouve aussi intéressant et à mettre en avant, c'est encore une fois avec, certes, tout le background que tu as et que tu as acquéri, mais en niveau financier pur. Alors oui, tu loues un appartement, etc., parce que tu as un confort de vie, mais en gros, une personne qui a des couilles qui veut se lancer, elle peut se lancer dans le fond à l'étranger avec, encore une fois, au niveau financier, pas grand-chose, si je comprends bien. Bah, c'est toujours pareil. Même pour les licences, en fait, les personnes, il y a plein de plans ici à Dubaï pour pouvoir avoir ne pas faire la licence et pour pouvoir être à son compte, pour être légalement ici, avoir son Emirate ID pour $3,000. Donc en fait, tu pourrais même, demain, on va dire que tu es un peu courageux, tu fais ton plan pour avoir ton Emirate ID, tu viens d'abord en visa touriste, 3 mois, donc déjà ça coûte rien. Trouve un appartement pas cher, et puis tu te mets à travailler pour quelqu'un qui a une société d'agence immobilière, admettons, et tu lui trouves des deals et lui il te passe un pourcentage. Ok. Voilà. Est-ce que toi, donc demain avec rien concrètement tu peux faire quelque chose. Après c'est toujours pareil. Si tu veux faire les choses bien, il faut quand même investir. Donc voilà. Après voilà, chacun a... comme dans tout. Surtout Dubaï en fait. D'accord. Dubaï, tu peux vivre pas cher à Dubaï. Tu peux habiter dans un quartier loin, tu peux mais voilà, si tu veux une bonne expérience, faire les choses correctement, voilà, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Ouais, c'est pas au moins 10 000 balles par mois, c'est bon courage. Et puis c'est des risques, il faut avoir. Et puis après, c'est toujours pareil, quand tu as une famille, etc. derrière, il faut quand même. Pour assumer. Il n'y a pas que toi qui manges. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Après, quelqu'un qui est jeune, qui a 24 ans, qui se voit pas travailler en France, se retrouve bloqué, qui veut pas aller toquer à la porte de toutes les entreprises en France pour gagner 2 000 € par mois, pourquoi pas? D'accord, ok. Voilà, donc effectivement, tout le monde peut se lancer. En fait, c'est quoi? C'est un billet d'avion. Après, effectivement, c'est mieux d'avoir des contacts, de l'expérience, etc. Mais tout le monde peut se lancer, ouais. Est-ce que tu conseillerais, imaginons, un jeune, il sort de ses études, il a 22, 23 ans. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Je parle de Dubaï, mais parce qu'on est ici aujourd'hui physiquement, mais par rapport à l'étranger, parce que tu as pas mal voyagé aussi, tu parles plusieurs langues. Est-ce que tu lui dirais, écoute, trouve un boulot en France, fais un CDI, investis dans l'immobilier, etc. Une fois que tu auras sécurisé, va tenter quelque chose d'autre ailleurs, ce que tu as fait. Ou est-ce que tu lui dirais, tente quelque chose tout de suite ailleurs? C'est une très bonne question. La réponse, elle est compliquée. Je pense que ça dépend de la personnalité. Mais alors moi, pour revenir sur ça, c'est une très bonne question. Même dans mes vidéos, là, moi, j'ai un intérêt à vendre des biens à Dubaï, effectivement. Je conseillerais toujours à quelqu'un qui est français de commencer en France. Tu as le crédit très facilement. Tu as le crédit, tu as l'effet de levier. Alors, tu peux emprunter à Dubaï aussi. Tu vois, donc, ça, c'est un des désavantages de Dubaï. Tu peux apporter, mais il faut quand même mettre un gros billet sur la table. Ça, c'est la première chose. En France, il y a l'effet de levier. Personnellement, je me suis enrichi. J'ai pu acheter des immeubles. Je te parle même pas du côté investissement immobilier, je te parle du côté entrepreneuriat. En gros, tu veux ouvrir une boîte, tu veux te lancer dans un business. J'en sais rien, moi. Peu importe le business que tu veux faire. Tiens, on va dire une agence immobilière. Ok. Tu veux ouvrir ton agence. Tu l'ouvres en France ou à Dubaï? Si je suis français, que je parle français, que je connais le réseau et puis surtout le quartier, quand tu sais très bien, d'une rue à une autre, parfois. Ça change tout. Voilà. Donc il faut connaître, il faut savoir de quoi tu parles. Effectivement. Donc si c'est un Français qui connaît rien à Dubaï, moi je lui dirais quand même, reste en France. Voilà. Fais-toi ton expérience là-bas et voilà, essaye d'investir à Dubaï. En France plutôt. Donc tu dirais, prends quand même ton expérience là où tu es parce que ce sera plus simple, parce que tu as forcément quelques connaissances, quelques contacts, etc. Et puis si ensuite tu es vraiment guéri, etc., et que tu as des couilles, pourquoi pas aller essayer de te développer ailleurs. C'est bien d'essayer de voyager, d'apprendre d'autres choses. Effectivement, quand tu apprends les langues, quand tu apprends, tu rencontres des autres personnes. Ici à Dubaï, tu serres des mains, c'est impressionnant. Les personnes que tu rencontres ici, rien que moi dans ma propre tour. Pourquoi elles viennent ici les personnes? Il y en a plein qui viennent pour le style de vie, pour le réseau, pour la fiscalité, effectivement. Donc voilà, c'est un style de vie. Mais Dubaï, pour l'argent, pour créer de l'argent. On vient pas ici pour avoir des aides, je pense. Il n'y a pas d'aide. Voilà. Il n'y a pas d'aide. Ici, donc tu viens pas ici pour toucher un RSA. ici, il n'y a pas d'aide. Ici, il faut se bouger.
Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, tu rencontres des personnes intéressantes qui sont dans le même mindset, qui ont la même vision de l'entrepreneuriat. En France, bon, c'est compliqué. Même nous, en étant sur la Côte d'Azur, il y a des belles personnes. Oui, clairement. Mais ici, c'est des jeunes, ils se bougent. Moi, je vois des jeunes de 21 ans, ils rentrent 100 000 par mois. Donc bon, c'est souvent des business en ligne, que ce soit formation, bon, dropshipping, etc. Mais c'est impressionnant. Quand je vois des jeunes comme ça, je me dis, franchement, c'est compliqué de trouver ces personnes en France. D'accord. Après, voilà, Dubaï, c'est le vrai cadre de vie. Quand on est, que ce soit en famille ou tout seul, il y a une vraie sécurité derrière, on se sent bien, il y a le soleil toute l'année. Donc, c'est vraiment, voilà, moi, je suis pour le lifestyle de Dubaï. Comme je t'ai dit, je pense que ça va être la ville numéro 1 dans le monde. Donc, voilà, je suis persuadé qu'ils investissent dans les infrastructures, ils investissent dans le tourisme, l'éducation, la santé. Donc, c'est vraiment, ils comprennent ce que les gens veulent. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, c'est un très bon style de vie. Après, pour revenir à ta question, quelqu'un qui est français, qui n'a pas d'expérience ni rien, moi, je lui dirais toujours, garde ton CDI, investis déjà un petit peu en France. Sécurise-toi. Voilà, sécurise-toi. En France, on a quand même la niche de l'exonération d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale. Bon, je dis pas qu'il faut en faire 10 par an, mais une ou deux de temps en temps, c'est pas mal. Clairement, puis bon, on parle d'ailleurs, mine de rien, le marché immobilier en France, c'est un des plus stables. Dans le luxe, au niveau des prix au mètre carré, c'est la France qui est numéro 1. C'est le pays le plus visité du monde. Bon, Paris. Pour le moment. Paris fut une époque, était la capitale la plus visitée du monde. Pour le moment. Ça l'était avant, maintenant ça commence à changer. Je suis prêt à prendre les paris là que ça sera Dubaï dans quelques années. La ville la plus visitée? Ouais. Je pense que déjà, je crois que c'est l'aéroport qui est le plus fréquenté. Ouais, parce que c'est un hub international en fait. Après, t'en as un aux États-Unis qui est encore plus gros, qui est plus fréquenté, mais c'est différent. Mais non, clairement, ça c'est sûr. Après, bon, de toute façon, il y a plein de différences et d'avantages et d'inconvénients l'un à l'autre. On va pas passer la journée là-dessus. Mais l'idée, c'était de se dire, OK, en gros, commence par te sécuriser en France. Et puis, si par la suite, tu as envie, tu peux aller ailleurs. Je pense que c'est Moi, j'aurais dit, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas été d'accord avec toi. OK. Ouais, et je dirais, toutes les personnes, je trouve qu'aujourd'hui, je pense que c'est bien quand tu finis tes études d'aller voir vraiment ce qui se passe ailleurs, tu vois, d'aller essayer de mettre ton expérience, etc. Dans le fond, tu pourras toujours revenir, etc. Mais je pense que ce que tu vas apprendre ici de l'étranger, tu vois, quand tu sors, etc., ici, que tu rencontres des gens, c'est vrai que ça change vraiment ta mentalité. Et même ce que tu vas tirer de la mentalité de ces hubs qui sont vraiment bien pour le business, tu vas pouvoir l'appliquer toi derrière en France et ça te permet d'aller beaucoup plus vite. En fait, ça t'ouvre une vision. Même si cette vision, tu t'en sers pas pour le business ailleurs, mais que tu t'en sers pour le business en France. Moi, pour ma part, j'ai tout en France et pour l'instant, ça continue comme ça. Le fait des fois d'aller à l'étranger, je me dis, tiens, lui, il fait ça, ici, je peux l'appliquer chez moi, tu vois. Et ça, je pense que c'est intéressant. Tu peux avoir des idées comme ça, c'est vrai. Après, en fait, c'est toujours pareil. C'est si tu me parles de voyager pour avoir des idées, etc., de tenter une expérience à l'étranger, c'est super de faire ça. Ouais, exactement. Par contre, pour se lancer vraiment, on va dire. Non, clairement, bien évidemment. Ok. Moi, j'ai une petite question pour toi, Carolin. Ouais. On parle de Dubaï. J'ai cru avoir vu une vidéo où tu disais que tu conseilles pas forcément l'investissement à Dubaï. Donc, ce qui est ton point de vue. Je voulais savoir un petit peu pourquoi, pour toi, quels sont les inconvénients Alors, voilà. Je conseille pas l'investissement à l'étranger quand on commence. Ok. Voilà. Pour la simple et bonne raison qu'en France, encore une fois, on a l'effet de levier. C'est-à-dire que ici ou ailleurs, tu vois, moi j'en parle toujours. J'ai fait une villa à Bali. J'ai un appartement au Mexique, là je fais construire une villa là-bas et on me dit mais l'étranger ça fait rêver, etc. Je leur dis oui mais les gars, il faut comprendre, je le fais par plaisir, pour apprendre, c'est plus pour le côté plaisir, le côté apprentissage que le côté financier. Okay. Moi l'argent que je vais utiliser pour faire un projet, que ce soit ici ou à Bali ou dans n'importe quel autre pays, cet argent en France avec l'effet de levier, je vais pouvoir faire beaucoup plus. Pour ma part, pourquoi? Parce que comme ça fait 10 ans que je fais cette activité en France, j'ai des deals plus intéressants, j'ai l'effet de levier. Et moi, 200 000 euros, par exemple, que je vais mettre à Bali, même si j'ai 15-20% de rentabilité, moi, 200 000 euros en France, ça me permet de lever 1 million. Avec 1 million en France, même si j'ai ne serait-ce que 8% de rentabilité, je suis déjà bien au-dessus de partout ailleurs. Tu vois. Donc, c'est pour ça que pour un professionnel de l'immobilier qui fait du marchand, etc., en France, si tu as ton activité ici, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, là-bas, si tu as ton activité là-bas, c'est beaucoup plus intéressant de la continuer là-bas parce que tu as cet effet levier bancaire, parce que tu as ce réseau, etc. Donc, pour une personne
qui commence comme ce qu'on disait. Pour l'activité immobilière, clairement, de mon point de vue, je ne vois strictement aucun intérêt à aller ailleurs. Aucun. Je suis d'accord avec toi, vraiment. C'est dans mes vidéos, je dis exactement la même chose. Je dis que voilà, quand on commence, mieux vaut. Voilà, même les personnes, parfois, ils me disent, quand je parle quand je parle dans mes vidéos, et je parle parfois de mon investissement à Bali. Et les gens ils me disent, oui, et Bali, alors est-ce que c'est bien? Et en fait, je me rends compte que je leur dis la même chose. Je leur dis, voilà, si demain tu me dis, j'ai, je sais pas, ma résidence principale payée, j'ai 3-4 immeubles de rapport, j'ai, ou peu importe, voilà, un patrimoine, on va dire, proche du million d'euros, au-dessus du million d'euros, et je veux diversifier à Bali ou à l'étranger, ouais, je pense que c'est une bonne. Ou alors, en fait, encore une fois, c'est ce que tu disais, c'est propre à chaque situation. Pourquoi pour moi c'est plus intéressant la France? Parce que moi, c'est mon activité principale. Exactement. En fait, c'est mon métier. Mon métier, c'est d'acheter des biens en France et de les revendre. Donc, ce métier-là, forcément, c'est ce que je fais tous les jours. Maintenant, j'en sais rien, j'ai une grosse boîte, je suis chirurgien par exemple, peu importe quel métier, j'ai 300 000 balles sur un compte. Bah, j'ai pas envie d'aller faire un crédit ou bah, j'ai déjà un crédit énorme sur ma RP, je peux rien faire avec cet argent pour aller lever des fonds au-dessus. Donc j'ai cette somme et je peux que l'utiliser. Bah, à ce moment-là, oui, bah, prends-la et tu la mets ailleurs où tu auras une rentabilité plus intéressante. Ouais, tu vois. Donc en réalité, c'est propre à chaque personne. Pour ma situation, encore une fois, et c'est très important de le dire parce que ma situation, elle est différente de la tienne, elle est différente de celui qui nous regarde ici, celui qui nous regarde ici et celui qui nous regarde ici, tu vois. Et donc, ce que je vais dire, ça s'applique à moi. Okay. Même moi, je parle beaucoup de marchand de biens, etc. Je dis, bah, forcément, commencer par un marchand de biens, etc. Parce que aussi, je suis dans un secteur géographique qui permet de faire du marchand de biens. Qui permet de faire ça. Ouais. Je serais en plein milieu de la France, tu aurais des prix au mètre carré à 1 000 € le mètre et je voudrais pas aller ailleurs. Mais faites pas du marchand de biens, vous faites du locatif avec des immeubles de rapport. Ça n'a aucun. Ça dépend de la situation. Voilà, ça dépend de ta situation géographique, de ta situation financière, ça dépend de ta situation de beaucoup de choses. Et ça, c'est hyper important de le remettre en avant. Par rapport à ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'après, à Dubaï, il y a énormément d'avantages de diversifier ici. Que ce soit voilà, fiscalité, que ce soit le fait de pouvoir avoir des constructions neuves, parce que c'est des belles prestations en général. Pas besoin de faire des travaux. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages. Je les liste dans ma vidéo sur YouTube. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai l'impression qu'en France, la fiscalité, elle évolue dans le mauvais sens. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui ont des appartements. Typiquement, là, il y a la semaine dernière, il y a la loi Airbnb qui est en train de passer donc, pour réduire l'abattement qu'on pouvait faire avant. Donc j'ai l'impression qu'en France, ça va dans le mauvais sens. Il y a beaucoup plus d'investisseurs qui cherchent un peu à diversifier, tu vois, à l'étranger, donc notamment Dubaï, parce que Dubaï, il faut rappeler que selon ton montant investi, tu peux avoir un visa investisseur. Donc à 750 000 dirhams, donc ça fait moins de 200 000 €, tu peux avoir ton visa investisseur, donc qui permet de rester plusieurs années pour toi et ta famille à Dubaï en tant que voilà, personne qui habite ici. Ou alors même le Golden Visa. Le Golden Visa, c'est à partir de 2 millions. Mais alors, d'ailleurs, en plus, c'est intéressant, ils sont en train de changer les lois, mais tu vois, en France, ils sont en train de changer les lois dans le mauvais sens. À Dubaï, dans le bon sens. Typiquement sur le Golden Visa, c'est quoi le Golden Visa? C'est un visa qui te permet d'avoir 10 ans pour séjourner à Dubaï une fois que tu as investi 2 millions de dirhams. Avant, pour pouvoir avoir ce visa-là, il fallait investir 2 millions de dirhams avec 1 million en paiement pur et 1 million qui pouvait être levé en banque grâce à un effet de levier pour les non-résidents. Là, ils ont changé la règle, récemment en plus, la semaine dernière, en disant maintenant, c'est une propriété qui fait 2 millions de dirhams, mais vous pouvez l'acheter, que ce soit en off-plan, que ce soit en full crédit. Donc, ça veut dire, même si vous mettez rien, à partir du moment où vous payez les 20%, etc., mais le reste est fait à crédit, par exemple, ou alors, voilà, quand ils achètent quelque chose en secondary market, s'ils arrivent à avoir un financement, ils peuvent avoir ce Golden Visa. Donc, tu vois, Dubaï, ils sont en train de prendre les décisions dans le bon sens. J'ai l'impression pour vraiment attirer du monde, ils investissent. Quand je vois en France, tu vois, il y a... Alors, quand tu dis au niveau des taxes, ça s'empire. En réalité, les sociétés, c'est faux, ça s'améliore. Sur l'IS en société. Pour les particuliers, moi je te parle. Pour les particuliers, voilà, pas des personnes qui ont. Pour l'IS en société. C'est bon, on peut continuer Ok, week-end, ok. Pour l'IS en société, ça a un petit peu baissé. Mais ce qu'oublient beaucoup de personnes, en fait, c'est que tu as l'impôt qu'on te dit que tu dois payer. Ok, ça, c'est quelque chose. Dans le fond, sur les sociétés en France, tu es 15 de 0 à 42 500. Au-delà de 42 500, tu es 25. Pas non plus énorme. Mais ça, c'est juste un impôt société. Ensuite, quand tu vas te le reverser à toi, tu vas te reprendre une deuxième dose. Et surtout, ce qui est infernal, c'est que ici, tu m'arrêtes si je me trompe, mais niveau comptabilité, etc., c'est quand même beaucoup plus souple. Bien sûr. Chez nous, tu as des frais comptables quand tu as plusieurs boîtes qui commencent à être importants. Quand tu fais des ronds,
tu as des contrôles, donc c'est encore des frais qu'on va venir te chercher. Donc même si à la base, dans le fond, tu vas te dire, bon, bah, l'impôt, il n'est pas si élevé, ok, mais ça, on va dire, c'est la partie supérieure de l'iceberg. Derrière, tu as tous tes frais comptables, tes frais avocats, la holding, ok, c'est super, mais une holding, ça coûte une douille. C'est de la gestion supplémentaire, c'est des comptes bancaires que tu ouvres en plus, c'est de la compta en plus. À la fin, quand tu prends des contrôles, bon, bah, forcément, ils vont aller chercher sur quelques points. Et je te prends un exemple très simple, hein, pourtant, j'ai rien fait de mal. 3 contrôles fiscaux, contrôle de la carte T 2 fois, contrôle du travail aussi. Donc, ils viennent, il faut noter les alternants qu'ils arrivent à telle heure, qu'ils repartent à telle heure, est-ce qu'ils ont fait les visites médicales, est-ce que si, etc. Et là, il y a 2 jours, répression des fraudes. Donc, le mec, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Donc, je dis à mon équipe, passez-le-moi au téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Il me dit, non, j'ai vu que vous avez. Enfin, je suis passé dans le coin, je faisais un tour, et puis j'ai vu une nouvelle agence. Donc, je me dis, tiens, je vais venir la contrôler. Tu vois, c'est pas, je vois une nouvelle agence, tiens, je vais venir la soutenir, c'est cool, les gars. Enfin, tu vois, le gouvernement, vous implantez. Tiens, je vais venir ce que je peux tirer. En fait, ça, c'est juste, au bout d'un moment, c'est à gerber, parce qu'en réalité, tu as l'impôt, certes, mais après, tu as tout ce qu'on va venir te chercher, et c'est un enfer. Et c'est clairement un enfer. Et malheureusement, de mon point de vue, à l'époque, il y a 20-30 ans, où c'était beaucoup plus difficile d'aller se délocaliser parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens pour le téléphone, les mails, les visios, etc. Tu pouvais pas. Mais maintenant, quand on remarque, plus les gens font d'argent, comme ils n'ont plus besoin d'être physiquement quelque part, ils se barrent, je pense, de plus en plus. Et je vois pas comment ça va s'améliorer s'ils ne changent pas leur système. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui veulent venir à Dubaï, où alors, quand ils investissent, ils se projettent potentiellement pour investir ici. Et on parle même pas de l'imposition. Moi, ça ne me dérange pas de payer de l'impôt en France. Encore une fois, j'ai un système au niveau de l'école qui est quand même pas si mal. Les rues, etc., c'est quand même propre. Bon, la sécurité, malheureusement, ça se casse complètement la gueule et ça va pas en s'arrangeant. Tu peux pas porter une montre. Chez nous, tu te la fais braquer et c'est pas des conneries. Toutes les belles villas sur la côte, toutes, vraiment, c'est pas des conneries. Elles se font toutes vider tous les étés. Tu as des locataires, etc. Ils viennent une semaine, ils repartent, ils sont dépouillés. Le pouvoir d'achat, il se casse complètement la gueule. Et donc, au bout d'un moment, on a beau payer. Encore une fois, l'impôt, c'est quelque chose, mais derrière, c'est tout ce qu'on va venir te reprendre et toutes les emmerdes qu'on va venir te chercher où tu dis, putain, je suis une vache à lait, en fait. Je suis une vache à lait et on fait en sorte de te laisser un certain niveau où... De survie. Ouais, tu survis. Donc, tu es content, tu gagnes de l'argent. Putain, à la fin du mois, une fois que tu as payé tout le monde, à la fin de l'année, waouh, et que tu t'es fait chier avec les comptables, les ci, les ça, les machins, il te reste plus grand-chose. Et derrière, tu vas te faire emmerder dans la rue, tu te payes une montre, t'es un connard parce que t'as de l'argent, puis on va venir te la braquer, ta baraque, on va venir te la braquer. Tu dis au bout d'un moment, ok, c'est bon, je me casse. Voilà. Et c'est très dommage parce que esthétiquement parlant, on va pas se mentir, de mon point de vue, c'est le plus beau pays. On a une architecture, on a une culture, on a plein de choses qui sont formidables, mais il y a un espèce de renversement du monde où tu as des pays qui montent et tu as des pays qui se cassent complètement la gueule. Même les États-Unis, le rêve américain, ça fait longtemps qu'il n'y est plus, le rêve américain. Quand tu vas là-bas, putain, waouh, c'est. Il y en a plein qui disent, je pense qu'on va conclure là-dessus, mais il y en a plein qui disent que le nouveau rêve américain, c'est le rêve de Dubaï. Ouais, ou cette partie-là du monde. Ouais. Parce qu'en même temps, ils sont aussi très restrictifs sur les lois. Ici, tu vas pas taper un mec dans la rue, quoi que ce soit. Tu pars au ballon, quoi. C'est un vrai plaisir. De laisser son appartement ouvert, de laisser la clé sur la voiture. J'ai un ami qui a une boîte de location de voiture. Il laisse les clés de grosses voitures sur les voitures. Enfin, c'est vraiment... moi, ça fait une semaine que je suis en location là. J'ai pas fermé l'appart une fois. J'ai même pas mes clés sur moi. Carolin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Alors, je te fais quand même ton petit passage publicitaire. Si vous souhaitez investir, alors même sans forcément investir, si vous souhaitez simplement récupérer des informations, voir comment ça fonctionne, comprendre et peut-être un petit peu aussi diversifier votre argent, pourquoi pas, diversifier, avoir un pied à terre, n'hésitez pas à contacter Mickaël. Comme vous l'avez vu, vous aurez affaire à lui, pas à une équipe de je ne sais où, et il pourra vous accompagner et surtout vous faites accompagner par, encore une fois, un investisseur et pas, entre guillemets, un clown qui va juste vous vendre quelque chose. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, n'hésitez pas à le contacter directement. Je vous mettrai son contact sous cette vidéo. Et puis, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Merci à toi.